Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, dossier spécial. Aujourd'hui, nous serons en compagnie d'une des responsables de l'association Jeudi Noir et nous allons parler des mal logés. À tout de suite. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes en compagnie de Ophélie Latil de l'association Jeudi Noir. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors pour commencer, comment est né Jeudi Noir et quels sont les objectifs de cette association ? Alors donc Jeudi Noir s'est créé en fin 2006. Au départ c'était une association de jeunes, un rassemblement de jeunes, puisqu'on n'est pas vraiment une association, on est plus un collectif de jeunes qui n'arrivaient pas à se loger à Paris. Après on a créé des mouvements locaux dans d'autres villes que Paris, mais au départ ça s'est passé à Paris et ça s'appelait Jeudi Noir parce que tous les jeudis il y avait le particulier qui sortait et tous les jeunes étudiants, les jeunes actifs achetaient le PAP et couraient partout dans Paris avec leur dossier à la main pour essayer vainement de convaincre un propriétaire que leur dossier était bon et qu'ils pouvaient se loger. Le problème en fait du logement pour quand vous êtes jeune aujourd'hui, c'est qu'on vous demande systématiquement d'avoir vos parents, vos grands-parents, de gagner 4 fois le loyer, d'avoir des garanties, d'avoir 6 à 12 mois de loyer en avance sur un compte et il faut être le premier à arriver et si vous n'êtes pas le premier à arriver, que vous avez qu'un seul parent, que vous n'êtes pas en CDI, tout ça fait que vous n'arrivez pas à vous loger. Vous ajoutez à ça que bien évidemment il y a une pénurie de logements, on est trop nombreux à vouloir avoir un toit et du coup les gens en profitent. Il y a des gens qui vont tendance à abuser et qui vont profiter de la pénurie pour augmenter les prix. Et donc Jeudi Noir s'est créé parce que on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie spéculation qui était faite sur le sommeil et notamment une spéculation qui était, dont les premières victimes étaient les jeunes étudiants, mais aussi jeunes actifs qui auraient voulu eux aussi avoir une indépendance, une certaine autonomie dans le logement comme dans l'emploi, et qui étaient incapables en fait d'avoir cette indépendance parce qu'on leur refusait, qu'on leur faisait pas confiance en tant que jeunes, qu'on demandait des prix absolument aberrants et qu'on profitait un petit peu de leur précarité. Est-ce que vous n'avez pas l'impression justement que les loyers sont trop élevés et puis aussi on est pénalisé avec les problèmes de cautionnement qui sont lourds à donner quand on est jeune, même des fois quand on est moins jeune? À un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait deux choses, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas confiance aux jeunes, ça c'est sûr, et surtout qu'on ignorait complètement un problème très important aujourd'hui en France, à savoir que les gens sont de plus en plus seuls. En fait, il y a une solitude qui n'est pas forcément voulue des gens. Souvent on nous répond, vous avez qu'à rentrer chez vos parents, mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'en a pas? Il y a énormément de gens qui sont dans des situations de solitude, de rupture parentale, qui ont tout simplement aussi des parents qui se sont séparés, ça arrive à tout le monde, et en fait quand vous vous séparez, ce que vous savez pas, c'est qu'après vos enfants, quand ils seront étudiants ou jeunes actifs, ils pourront pas se loger parce qu'on va leur dire non, il vous faut vos deux parents, et qu'est-ce que vous faites si vous en manquez un des deux, soit parce qu'il est décédé, soit parce que vos parents ont divorcé et ils sont restés en mauvais termes. Et en fait les loyers, en plus d'être très élevés, on vous demande des garanties qui sont très importantes, et donc c'est même pas une question de prix. Aujourd'hui les gens mettent plus de 50% de leur salaire souvent dans leur loyer, mais c'est pas une question de prix, c'est une question aussi de garantie qu'on demande, de refus de se rendre compte que les gens aujourd'hui sont plus des familles énormes unies où tout le monde habite ensemble pendant plusieurs générations. Vous avez 4 générations sous le même toit. C'est aussi des gens qui ont essayé, par exemple là en l'occurrence pour Paris, de monter à Paris parce que chez eux il y a pas d'emploi, il y a beaucoup de chômage, et qui vont dans la ville où il y a du travail, et dans la ville où il y a du travail, il y a pas de logement. Oui, ça c'est un problème récurrent d'ailleurs, hein. Oui, c'est un problème récurrent. Il n'y a pas qu'à Paris que ça a lieu. Vous avez des villes très étudiantes comme Aix ou Montpellier où c'est très difficile de se loger, et du coup les prix qui sont proposés sont absolument scandaleux. Et en fait Jeudi Noir au départ s'est créé en faisant des fêtes dans les appartements. Au départ c'était un copain qui est arrivé dans un appartement, il avait passé sa journée à visiter des cages à poules sans fenêtre, de moins de 9 mètres carrés, et on lui demandait des prix, mais voilà, pour 8 mètres carrés, exorbitant, 800 €.
Et il s'est rendu compte un soir, quand il était dans un immeuble, qu'il est allé en fait faire visiter un grand appartement dans un très beau quartier pour se faire plaisir. Et il s'est rendu compte qu'ils étaient une trentaine à être venus juste pour regarder, parce que pareil, tous ils en avaient marre de visiter des cages à poules. Et ils sont tous arrivés et ils se sont tous mis à visiter, en disant c'est sympa et tout. Et puis il est revenu nous dire franchement on aurait pu faire la fête dans cet appartement-là. Et du coup l'idée est venue de faire la fête dans des appartements trop chers. Et donc on s'est mis à prendre rendez-vous auprès des personnes qui avaient mis des annonces sur particulier à particulier trop cher. Par exemple là on vient de voir dans le PAP, ils proposent 1 200 € pour 30 mètres carrés. Ouais. Et donc voilà, on appelle ces personnes-là, on prend rendez-vous pour une personne et en fait on va arriver à 40, tous déguisés avec du mousseux, des confettis, de la musique. On va tous faire la fête dans l'appartement. Bon attention, c'est pacifique, oui. C'est pacifique, on ne se cache pas. À la fin on nettoie les confettis par terre et tout. Mais c'est une manière aussi de dénoncer cette spéculation qui est faite sur l'immobilier et le fait qu'il y a des gens qui ils vont acheter un appartement. Alors évidemment ils vont le louer, on leur demande pas de le louer en dessous du prix du marché, mais à un moment cet argument tout le monde le loue cher, donc je peux, et puis de toute façon je pourrais trouver quelqu'un qui sera toujours prêt à le louer à ce prix-là. Il y a des étudiants étrangers, tout ça c'est une pratique qu'on doit condamner, parce que c'est pas parce que les gens sont prêts à mettre 80% de leur salaire ou de leur bourse dans leur loyer qu'il faut le proposer à ce prix-là. Est-ce que vous ne pensez pas que les loyers devraient être bloqués ? Nous, c'est une des mesures qu'on propose. On dit, en dehors de fait qu'on critique ce qui se passe, ça fait des années qu'on demande une intervention de la part des pouvoirs publics en disant, visiblement, dire c'est pas moral, ça ne suffit pas. Les gens avec des si et avec la morale, on pourrait faire plein de choses, mais le bon sens, visiblement, c'est pas forcément quelque chose qu'on accepte de faire comme ça du jour au lendemain. Il y a des fois aussi où, en plus de la carotte, il y a aussi un bâton avec lequel il faut taper les gens qui abusent. Et donc nous, on propose en effet un encadrement des loyers, un plafonnement des loyers des petites surfaces et un encadrement des baux à la relocation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez un indice maximum d'augmentation des loyers qui augmente, l'indice de régulation l'indice de régulation des loyers augmente et au moment où vous êtes indexé, vous ne pouvez pas augmenter plus quand vous êtes en cours de bail, mais ça peut quand même augmenter. Il y a beaucoup de gens qui oublient qu'ils ne sont pas obligés de faire augmenter le loyer de leurs locataires. Et après, il y a aussi à la relocation, vous avez le droit de tripler votre loyer. C'est-à-dire que vous avez un loyer à 450, la fois d'après vous changez de locataire, vous pouvez le faire passer à 900. Et ça, c'est ce qui fait que le marché va augmenter, que les loyers ont doublé en 12 ans. Non, mais là, on est complètement dans l'irrationnel. On devient dans l'irrationnel, surtout qu'on demande 3 à 4 fois parfois le salaire. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui si vous êtes un enfant divorcé, que vous gagnez péniblement le SMIC, quoi. Vous pouvez pas vous loger, tout simplement. Alors on va vous expliquer, si t'es pas content, vous partez dans la Creuse. J'ai envie de dire, dans la Creuse, il y a pas de travail. On va vous dire, vous avez qu'à faire de la colocation. Mais aujourd'hui, même en colocation, c'est difficile d'avoir une colocation où on vous demande pas 3 fiches de paye. Que font, par exemple, tous ces auto-entrepreneurs qui sont sur le marché, notamment tous les jeunes, parce que ça, c'est pas quelque chose qui est parisien. Aujourd'hui, on veut pas embaucher les jeunes. Il y a un jeune sur 4 qui est au chômage. Et qu'est-ce qu'on va lui dire quand il cherche un travail? On va lui dire, mets-toi auto-entrepreneur, et comme ça, ou stagiaire, et comme ça, on t'embauche, on te fait travailler. Le problème, c'est qu'avec un stage ou un auto-entrepreneuriat, on va pas vous embaucher. On va pas vous loger. Pourquoi? Parce qu'il faut une fiche de paye, il faut être en CDI pour avoir un logement. Et le CDI, ce n'est absolument pas la norme pour un jeune, puisqu'en moyenne, le premier emploi durable s'obtient à 28 ans. Oui, on marche vraiment sur la tête, puis on devient pas auto-entrepreneur en 5 minutes. Et voilà, il faut trouver une idée. Voilà. C'est bien le statut, mais bon, ça vous aide pas forcément à payer votre loyer, et surtout, vous n'arrivez même pas à avoir un loyer à payer, puisqu'on vous refuse partout, quoi. Donc du coup, nous, c'est pour ça qu'on s'est créé, en fait, avec Jeudi Noir. On a dit, voilà, nous, on représente les jeunes actifs, les jeunes étudiants, les freelances, et on va faire un mouvement qui va dire que le mal logement, c'est pas uniquement des gens qui sont des travailleurs précaires qui sont en situation, les gens qui étaient défendus par d'autres associations du logement. Nous, on va défendre une population qui jusqu'ici n'était pas touchée par le mal logement et qui ne peut plus se loger parce qu'on lui demande des garanties incroyables, parce qu'on lui demande un salaire qu'elle ne peut pas gagner, qu'elle n'arrive pas à gagner, et des gens qui sont un petit peu victimes parce que comme ils sont victimes un peu de leur réputation, parce qu'ils sont jeunes, parce que les jeunes ne leur font pas confiance, et surtout ils sont victimes de la spéculation immobilière. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis à faire la fête dans les appartements et qu'après on s'est mis à occuper des bâtiments qui étaient vides.
Donc on a occupé au départ un immeuble à Bourse, rue de la Banque. On ne pouvait pas trouver une meilleure oui. pour trouver un endroit qui est victime de la spéculation, un bâtiment qui appartenait à une grosse entreprise qui était complètement vide. Et là, on l'a occupé en disant voilà, ici on pourrait loger plusieurs dizaines de personnes. On pourrait en faire des appartements, on pourrait même en faire, soyons fous, des logements sociaux. À Paris, évidemment, on n'arrive pas à atteindre les objectifs de construction de logements sociaux. Voilà, ici on pourrait loger des étudiants, des jeunes actifs, et c'est ce qu'on a fait. On a installé là-bas des tas d'infrastructures qui ont fait que les gens ont réussi à trouver une solution pendant un moment et ont réussi du coup à avoir un peu de répit. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, ça leur a permis pendant 1 an, 2 ans de mettre de l'argent de côté pendant qu'ils travaillaient, et donc du coup ils se sont retrouvés avec suffisamment d'argent pour pouvoir ensuite présenter un dossier à un propriétaire qui l'a accepté en disant bon d'accord, maintenant vous avez assez d'argent de côté, je peux accepter de fermer les yeux sur le fait que vous avez que 3 garants au lieu de 4. Alors on a l'impression qu'on ne peut plus se loger dans les centres-villes, notamment à Paris, dans les grandes villes de France. Il faut se décaler en banlieue, voire en grande banlieue. Vous avez justement des informations sur le problème? Voilà, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit régulièrement, mais voilà, si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à partir en banlieue, partez en zone 5 et 6. Il ne faut pas oublier que c'est pas beaucoup moins cher en banlieue, et qu'en plus vous avez le prix du transport. Les transports à Paris, quand vous êtes en zone 5 et 6, ça marche pas très bien, c'est très mal desservi, et en plus ça coûte un bras, quoi. C'est juste une catastrophe. Et là où ce qui est pas normal, c'est qu'on demande aux gens en fait de partir du centre-ville en leur disant c'est pas pour vous, barrez-vous bande de pauvres. Le problème, c'est qu'en dans le centre-ville de Paris, vous avez 10 à 15% de logements qui sont vacants. Les logements sont vides. Alors je vous parle des logements privés, pas des immeubles d'entreprise. Vous avez 10 à 15% des logements qui sont vides à Paris, dans le centre-ville, et y compris donc là où nous étions là à Matignon, à côté de l'église. Oui, on en parlera dans quelques instants, oui. Là-bas, vous avez 15% des logements qui sont vides. Et après, ça coûte même pas les logements de bureau. Vous avez énormément d'entreprises qui sont obligées de partir de Paris parce que c'est trop cher, parce qu'on ne trouve pas, parce qu'il y a une pénurie, tout ça. Le prix au mètre carré augmente, ça va jusqu'à 10 000 € le mètre carré à la location. Ces bureaux-là s'en vont vers la banlieue, alors qu'en fait, il y a 5 millions de mètres carrés d'immeubles de bureaux qui sont vides. Oui. Dont 2 millions, rien que dans Paris, intramuros. 2 millions de mètres carrés. Alors vous avez subi une action musclée de la part des forces de l'ordre au 22 avenue Matignon à Paris justement, oui, où des mal logés occupaient depuis 2 mois cet immeuble vide depuis 4 ans. C'est ça. C'est un appartement qui appartenait à AXA. Et AXA, en fait, le maintenait volontairement vide pour des raisons, en fait, de comptabilité. C'est-à-dire qu'en fait, ça leur permettait de le maintenir en actif liquide dans leur... Enfin, c'est un truc très compliqué de gestion pour les grosses entreprises comme celle-ci. C'est plus avantageux de maintenir une partie de son parc immobilier vide, parce qu'en fait, du coup, ça peut être un actif immobilier, donc ils peuvent se séparer très rapidement. Ça leur permet, en fait, d'être très bien notés par les agences de notation qui vont regarder qu'une grosse entreprise est bien opérationnelle dans sa gestion financière. Donc c'est un mécanisme très compliqué, c'est pas forcément évident, mais en tout cas c'est ce que font de très grosses entreprises, mais partout dans le monde, il n'y a pas que ici, il n'y a pas qu'en France, qui vont maintenir artificiellement une partie de leurs immeubles vacants. Ils vont les laisser vides pour les maintenir dans une petite case, dans une colonne, où en fait les comptables ils vont arriver, les gens qui vont noter la gestion financière de l'entreprise vont arriver en dire ils ont tant de millions qui sont facilement mobilisables en cas de pépin. Donc du coup, en cas où on aurait une seconde prise, ces immeubles-là, ils peuvent s'en saisir très rapidement et les vendre très rapidement, ils peuvent les céder, alors que s'ils avaient été occupés, ce serait un peu plus compliqué, ils ne seraient pas dans la même case, et surtout leur valeur augmenterait moins. Donc du coup, aujourd'hui, on se trouve avec un parc immobilier immobilisé par les grandes entreprises, des banques, des assureurs comme AXA, qui n'hésitent pas à maintenir ça vide alors qu'il y a une pénurie de logement, alors que on pourrait les utiliser, loger des gens, et on pourrait arrêter de parler du mal logement et des 3,7 millions de personnes qui sont mal logées. Tout ça pour arriver encore une fois à spéculer sur la valeur des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'immobilier permet aux entreprises de gagner encore plus d'argent en maintenant artificiellement des logements vides. Vous avez des immeubles en Allemagne, il y a des villages entiers en Allemagne qui ont été construits par des grosses banques et qui ont été construits mais laissés vides. C'est juste pour des
reconstruire et dire voilà, on a des actifs immobiliers. Alors on a pu voir une vidéo sur internet de l'intervention des forces de l'ordre, c'était quand même assez dur. On savait qu'on allait être expulsés. Au départ, AXA nous avait dit, on était en contact un peu avec AXA, et AXA nous avait promis, mais on vous promet, vous ne serez jamais expulsés au cœur de l'hiver. Nous, non, la trêve hivernale c'est le 15 mars, bien évidemment, on vous expulsera pas. Et en fait, on a appris que il y avait le jour où les juges a dit qu'on pouvait être expulsable, AXA a dit d'accord, ils ont appelé la préfecture, oui, expulsez-les. Ce qui est génial, c'est que le siège d'AXA Monde se trouvait juste en face de nous, et que donc à 5h du matin, donc on était tous au garde à vous en bas. Il y en avait une partie qui était en bas et une partie qui était sur le toit de notre immeuble. Donc notre immeuble avait la vue sur l'Élysée, donc le palais présidentiel. Charmant. Voilà, une très belle vue en tout cas. On avait l'hôtel de Marigny, on avait à côté le ministère de l'Intérieur. Juste derrière nous aussi l'ambassade d'Israël. Donc évidemment, on était dans une zone de sécurité qui était très importante. On a essayé de leur expliquer pendant 2 mois qu'il valait mieux que ce soit les petits jeunes de Jeudi Noir que n'importe quel terroriste qui aurait pu tirer à coup de roquette sur l'Élysée. Ils n'ont jamais voulu nous écouter parce que franchement, on était à 200 mètres de l'Élysée. Donc c'est assez incroyable qu'on ait réussi à rentrer, déjouer la vigilance de la police, des services de sécurité, parce qu'on est rentré dans un immeuble vide depuis 4 ans en poussant la porte. Il n'y avait pas de sécurité, on a juste poussé la porte. Il n'y avait pas d'alarme à l'intérieur. On est arrivé, on s'est retrouvé sur le 8e étage, vue sur l'Élysée à 200 mètres. N'importe quelle personne un peu malveillante aurait su quoi faire de cet immeuble. Tout à fait. Et nous, ce qu'on en a fait, c'est en haut, on a mis un drapeau. On a mis le drapeau de Jeudi Noir en disant voilà, maintenant, de sa fenêtre, le président ne pourra plus ignorer la question du mal logement. Il fait semblant de ne pas s'en rappeler, il passe son temps à dire aux gens mais oui, mais l'essentiel pour lutter contre le mal logement, c'est de devenir propriétaire. Comment voulez-vous faire quand vous avez 4 millions de chômeurs? Comme dirait Madame Lagarde, si vous avez faim, mangez. Voilà, exactement, quoi. Qu'on mange, voilà, et puis ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche, c'est un peu ça. Ils n'ont pas de logement, qu'ils achètent des maisons, quoi. C'était assez énorme. Et du coup, voilà, donc nous on était là-dedans, on leur a dit, voilà, écoutez, nous, cet immeuble-là, c'est un peu le QG du mal logement en France. C'est un endroit qu'on a voulu rendre visible, et c'est pour ça qu'on est venu près des pouvoirs publics, pour qu'ils n'oublient pas que le mal logement existe toujours, et qu'ils ne font rien pour lutter contre le mal logement. Ils ne font rien pour condamner les personnes qui ont des pratiques abusives. Nous restons jusqu'à ce qu'on vienne nous chercher, quoi. Et donc du coup, pacifiquement, on s'était tous mis devant la grande baie vitrée qui était face à AXA Monde. Ils sont arrivés à 150 CRS et ils ont défoncé à coups de bélier la porte en bas, alors qu'on était contre la baie vitrée, quoi. Oui, vous étiez attachés aux portes, je crois. Voilà, en fait, nous, on était collés contre les portes et il y en avait 3 qui étaient attachés. En bas, pour protester pacifiquement en disant voilà, on est des jeunes, on est tous, on est tous partis au boulot après s'être fait attraper par la police. On a passé 1 heure au commissariat, on est tous repartis à notre travail. On peut pas nous accuser d'être des petits méchants qui font ça juste pour amuser le chaland ou qui sont qui sont contre la société ou contre les propriétaires. Non, c'est pas ça. Nous on dit juste il faut une action aujourd'hui, une action réelle. Ça fait des années que les pouvoirs publics nous annoncent que ils vont faire quelque chose. Actuellement, le secrétaire d'État au logement nous a dit oui, je vais réfléchir à un plafonnement des petites surfaces, et maintenant il recule parce que tous les propriétaires, les syndicats de propriétaires lui disent ah non, vous pouvez pas le faire, c'est pas possible de le mettre en place. Or, ça a été mis en place dans des tas d'autres pays européens. Vous avez un mouvement Jeudi Noir Allemagne qui s'est mis en place suite à ce qu'on a fait, et eux ils sont morts de rire parce qu'ils nous disent mais nous on fait ça, c'est 5 € le mètre carré, nous c'est 50. Oui, en effet. Et alors les gens se mobilisent pour des loyers qui sont beaucoup moins élevés. Nous on est pays voisins où il y a eu un début d'intervention de l'État maintenant qui se rend compte qu'on ne peut pas laisser les propriétaires comme ça faire les marchands de sommeil, quoi. On ne peut pas. Il y a évidemment un droit de propriété qui est inaliénable, mais après le droit de propriété, ça ne vous empêche pas de ne pas l'arrêter, d'imposer comme ça des prix absolument aberrants aux gens. Et là, par exemple, cette annonce qu'on a vue ce matin, non seulement il demandait 1 200 € pour 30 mètres carrés, mais il disait idéal pour étudiants en école de commerce, et il liste les écoles de commerce qu'il veut. C'est en plus une vraie discrimination. Vous avez des annonces totalement abusives où on demande aussi aux jeunes femmes, particulièrement en gros une photo ou ce genre de choses pour être sûr que elle est jolie, notamment pour les propositions de colocation. Si vous êtes jeune et à forte poitrine, vous êtes la bienvenue, quoi. Aujourd'hui, il y a vraiment un abus. Oui, c'est du n'importe quoi. De droit. Alors vraiment, ça c'est bien quelque chose qu'il faut rappeler aux gens, c'est que cette situation-là ne peut pas
durer, elle doit vraiment être encadrée. Le mal logement, c'est quelque chose qui augmente chaque année. Vous avez 100 000 personnes touchées par le mal logement de plus chaque année. Vous avez 10 100 domiciles fixes de plus chaque année. Et quand même, il faut quand même faut pas l'oublier. Je pense aussi que dans ce cas-là, si on fait des lois pour punir les pauvres, avec la LOPSI 2, avec la loi sur l'immigration, il y a aussi un moment où on peut faire des lois qui, c'est pas forcément qu'elles punissent les gens, c'est juste qu'elles les empêchent de perdre toute raison. Il faut arrêter d'aller vers l'absurde. On doit à un moment canaliser les énergies comme ça des gens qui abusent dans leur proposition de loyer, et on doit aussi surtout imposer une taxe sur les logements vacants, notamment les logements de bureau, et augmenter la taxe sur les logements de vacants qui existe déjà des logements privés, parce qu'aujourd'hui il y a une taxe mais elle est très très minime et elle est appliquée selon le bon vouloir du préfet ou du maire. Or la plupart des maires et des préfets ne veulent pas le mettre en place, et il y a aussi évidemment un mécanisme qui existe qui s'appelle la loi de réquisition, qui est une loi qui existe et qui a été votée en 1945 quand on a eu une énorme pénurie de logements, et cette loi en fait a obligé certains propriétaires à remettre en location certains de leurs biens. C'est-à-dire que c'est pas exproprier quelqu'un, c'est l'obliger entre guillemets à remettre en location son bien, même s'il a un peu la flemme. La location du bien, tous les revenus qui vont lui revenir, enfin tous les revenus du bien vont aller au propriétaire, mais en gros ça l'oblige un petit peu, ça lui met un petit peu un coup de pied, ça l'oblige à remettre son bien en circulation. Et ça a été mis en place après la guerre d'Algérie en 62, ça a été mis en place à Paris en 95 par Jacques Chirac. Enfin, vous voyez, je vous cite quand même pas forcément des gouvernements de gauche, hein, donc même pas, voilà. Et ça a été mis en place notamment par le maire de Versailles, donc pareil, hein, Versailles c'est quand même pas très socialiste comme mairie. Et le maire de Versailles, Étienne Pinte, est un ancien maire de Versailles, est un nommé un soutien, et lui il dit la réquisition, à chaque fois que j'ai un peu dit à mes propriétaires à Versailles, si vous ne remettez pas votre bien en circulation, je vous le réquisitionne. À chaque fois, dans les 6 mois, ils arrivaient à trouver toujours une utilité, parce que on vous dit toujours, hein, les propriétaires vous disent toujours, ah non mais c'est tellement compliqué de loger, de faire loger les gens, d'aider. Moi je préfère laisser mon logement vide que de le louer, c'est tellement compliqué. On marque une pause sur Fréquence Évasion, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coût d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Fréquence Évasion Radio. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'une des responsables de Jeudi Noir. Nous parlons des mal logés. En fait, c'est vrai qu'on a rencontré des propriétaires qui ont eu de gros problèmes avec des locataires. Ils retrouvent leur appartement un peu dévasté, même un peu beaucoup. Et il est vrai que ça dégoûte quand même certains propriétaires de louer. C'est juste une parenthèse. Oui, voilà. Vous avez, c'est toujours en fait le même problème, vous savez, mais c'est comme les gens qui vous disent, ah, moi j'embauche pas parce que j'ai eu un employé qui était fainéant une fois en 95. C'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire que vous avez toujours des locataires qui l'ont pas payé, vous avez toujours des employés qui bossent pas. C'est pareil dans l'autre sens. Vous avez toujours des propriétaires qui sont fous, vous avez toujours des employeurs qui sont fous. Voilà. Mais à chaque fois, moi j'ai envie de dire, il y a toujours un petit effet de seuil. C'est-à-dire vous avez toujours 2-3% de fous dans chaque catégorie de personnes dans le monde, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse. Moi, mon propriétaire actuel, la semaine dernière, il a décidé, moi j'habite en chambre de bonne, il a décidé de me virer de mon appartement, et il s'est mis à défoncer la porte de ma chambre un bon matin parce qu'il a décidé de me virer. Ouais. Voilà, mon propriétaire est fou. Ouais. Je me dis pas, tous les propriétaires sont fous, et donc du coup je ne logerai plus jamais, je vais dormir sous les ponts. Je me dis, celui-ci est fou, je passe à un autre propriétaire, je vais essayer de trouver un autre logement. Bon, en l'occurrence, je ne peux pas, mais parce que je suis en CDD, donc voilà. Mais ouais, vous comprenez? Oui, tout à fait. On peut pas faire des généralités. Non, absolument pas. C'était juste une parenthèse. Oui, non, mais vous avez bien raison de le dire. Mais voilà, moi, j'essaie de rappeler quand même au propriétaire timoré que, voilà, c'est toujours une prise de risque. Quand on trouve un propriétaire, c'est comme quand on trouve un locataire, on peut avoir le risque d'avoir un fou. Et voilà, ou un mauvais payeur, ou un
ou quelqu'un qui vous harcèle, c'est pareil aussi dans l'entreprise. Il y a des gens qui vous disent moi je ne recrute plus parce que d'employés parce que c'est toujours risqué, donc je préfère prendre que des stagiaires ou faire appel à des prestataires extérieurs. Moi je trouve ça un peu lâche et je trouve que c'est pas comme ça qu'on avance, quoi. Alors vous avez trouvé un autre site, Place de la Madeleine. Non. Lundi, nous avons soutenu un mouvement parce que nous nous attaquons aussi aux biens mal acquis. À Paris, il faut savoir qu'il y a énormément de biens mal acquis qui sont des propriétés de dictateurs, notamment de dictateurs africains, qui sont soutenus par la France et qui achètent à grand prix des immeubles. Ils achètent grâce en fait à l'argent qui vient de l'international ou qui vient des peuples de ces pays-là qui sont soumis à des dictatures très fortes. Et donc du coup, nous sommes allés occuper symboliquement le bâtiment de Ali Bongo qui a acheté un immeuble parisien pour 100 millions d'euros. Et cet argent-là, ces 100 millions d'euros, ça correspond à 4% du revenu intérieur brut du Gabon. Et donc du coup, nous disons, c'est pas normal qu'un dictateur puisse acheter avec l'argent de son peuple des biens en France, avec la complicité de l'État français. Donc du coup, une fois encore, l'État ne fait pas son travail en France et devrait surveiller à qui il vend ces genres de biens et devrait évidemment, une fois encore, intervenir. Et on n'est pas des pros, on ne demande pas une intervention financière, on demande aussi, à un moment, une moralisation des pratiques de l'État et aussi une incitation par l'État à des pratiques plus vertueuses. Une question d'une auditrice, Catherine de Bordeaux, s'étonne qu'à notre époque, il y a encore des situations de ce genre en France, alors que l'on a distribué des milliards aux banques, que le gouvernement vit au-dessus de ses moyens. En effet, on a été capable de donner des milliards aux banques, on a fait des cadeaux fiscaux, par exemple aux restaurateurs, mais on n'avait pas été capable de créer une enveloppe pour le logement. Alors on annonce des constructions, on annonce qu'on va faire des réglementations, mais on ne les fait pas. C'est de l'effet d'annonce. Et malheureusement, aujourd'hui, vous avez 3,7 millions de mal logés, notamment des jeunes. Il y a beaucoup de travailleurs précaires qui se retrouvent aujourd'hui à la rue, obligés de dormir sur le canapé des copains ou dans le bureau d'à côté, ou à leur bureau. Nous, on a beaucoup de copains à Jeudi Noir qui vivent à leur travail, en fait, en cachette, évidemment. Ils peuvent pas le dire à leurs parents parce qu'évidemment c'est un peu honteux de pouvoir demander des garanties à ses parents parce que les parents ne gagnent pas assez et donc du coup c'est délicat, mais pour l'instant visiblement quand on s'est installé à Matignon, on a attendu une réponse de la part du gouvernement. La seule réponse de Matignon à Matignon, ça a été un discours de François Fillon qui a dit la réponse au mal logement, c'est tous propriétaires. Est-ce que vous avez eu des contacts avec les enfants de Don Quichotte ? Oui, bien sûr, ils sont venus nous soutenir ardemment. Il y a Augustin Legrand qui est venu plusieurs fois à Matignon nous soutenir. Il a essayé de forcer le blocus parce que pendant 2 mois, bien évidemment, la préfecture était furieuse et le ministère de l'Intérieur était furieux qu'on ait déjoué leur vigilance. Donc du coup, ils avaient mis 3 quarts de CRS nuit et jour devant le bâtiment qui nous empêchait de rentrer et de sortir, et notamment qui nous empêchait de faire rentrer au départ à manger. Et donc les enfants de Don Quichotte ont fait partie des premières personnes à venir nous soutenir et nous apporter à manger. Alors, dans les populations qui occupent les locaux par l'intermédiaire de Jeudi Noir, est-ce qu'il y a toutes les tranches d'âge ? Est-ce que cette situation arrive à tout le monde finalement ? Oui, alors c'est une situation qui touche les jeunes, les vieux, mais nous particulièrement, je pense qu'on a réussi à rassembler beaucoup de gens assez jeunes, même si on a des familles avec enfants et des mères célibataires. Parce que ça, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose de très très important, c'est l'aspect, la solitude qu'on peut avoir quand on se retrouve seul avec un enfant et la méfiance des propriétaires vis-à-vis de cette population-là. D'ailleurs, on a été plusieurs fois en conflit avec l'Union nationale des propriétaires immobiliers, qui est une association de gens assez particuliers, qui nous avait expliqué une fois, on les avait vus sur un plateau télévisé, on leur montrait un reportage avec une mère célibataire, sa mère, elles étaient toutes les deux avec des emplois précaires, en train de vivre toutes seules dans un 20 mètres carrés à 3, tout ça, et le président de cette fameuse association de propriétaires lui avait dit, oui, enfin en même temps, à mon époque, il y avait un papa et une maman, en gros, vous n'avez que ce que vous méritez, vous avez qu'à vous trouver un mec très rapidement toutes là, et puis comme ça, vous arrêterez de nous gonfler avec le mal logement. C'est du n'importe quoi.
Oui, c'est du n'importe quoi, on est d'accord. Merci beaucoup. Mais voilà, donc en fait, il faut pas oublier que je pense là où nous on peut choquer parfois les gens, mais je crois que de plus en plus les gens sont conscients que ce qu'on fait, c'est pas uniquement embêter les gens, c'est convaincre le fait que bien sûr, il y a un mal logement important et que nous, si on fait ça, c'est pour alerter sur le mal logement, le fait qu'il y ait vraiment une population différente d'avant qui est aujourd'hui touchée par cette précarité, cette pauvreté et cette incapacité à trouver un logement. Je pense voilà, nous on essaie de faire avancer cette cause en fait. Après, il y a beaucoup d'autres qui sont choqués par la méthode. Mon Dieu, on occupe un bâtiment qui n'est pas à nous. On est quand même face à des gens qui sont très durs. C'est-à-dire que AXA n'a pas hésité à défoncer à coups de bélier à vitre et à faire sortir en plein hiver une vingtaine de personnes qui étaient en situation de mal logement sans se préoccuper de savoir s'ils étaient à la rue le soir même. Bien sûr. Christine, justement de Toulouse, une fidèle auditrice, nous dit souvent le gouvernement est autiste, il comprend rien, donc il faut taper sur la table, c'est tout. Ben voilà, et donc nous, c'est ce qu'on fait, on fait des actions au choc. Alors à chaque fois, ils nous disent oui, mais enfin en même temps, pourquoi vous faites ça à chaque fois? Mon Dieu, on a dit qu'on ferait quelque chose, on en est là, mais vous attendez quoi? Vous attendez quoi là tous? Vous avez. Faut rester à dormir dans la rue, c'est ça? Voilà, enfin en gros, c'est quoi? C'est cassez-vous bande de pauvres, partez tous à l'étranger. Là, bande de chômeurs, si vous continuez là à nous gonfler, à pas réussir à trouver un travail parce qu'on vous en propose pas, écoutez, on va tous vous déchoir de votre nationalité. Enfin, il y a un moment où on a un peu l'impression qu'il y a un vrai mépris des gens qui sont en situation de précarité, quoi. Ça me paraît évident, oui. Et voilà. Et donc nous, on est la voix un peu de cette forme de précarité en disant voilà, ne nous oubliez pas, nous on vous oublie pas, nous on a des propositions parce qu'on n'est pas uniquement là en train de faire des confettis et voilà, on a écrit un livre qui s'appelle Le livre noir de la crise du logement qui explique en gros nos propositions et nous on n'attend qu'une chose, c'est que notamment tous les partis politiques qui sont venus régulièrement nous soutenir récupèrent ces propositions, notamment encadrer les baux à la relocation, plafonner les petites surfaces, les loyers des petites surfaces, on propose des réformes en matière de dossiers de dépôt de garantie et surtout on répète, arrêtez de croire que la France, la politique familiale est une politique qui peut encore s'appliquer dans la France parce qu'aujourd'hui en France, c'est plus le papa, la maman, le labrador, le chien et le Renault Espace pour tout le monde, malheureusement. Il y a beaucoup de gens qui sont tout seuls, qui essaient de se débrouiller comme ils peuvent. Le CDI, c'est plus la norme pour beaucoup de gens. Et nous cette population de jeunes qui en veut, qui essaie de se bouger, qui essaie d'être forte, elle se retrouve aujourd'hui bloquée dans ces velléités d'indépendance et de travail aussi, parce qu'on lui dit, non, reste chez tes parents. Tu restes chez tes parents parce que tu veux pas te loger ailleurs. Quand on a mon âge, aujourd'hui, on vous explique quand vous arrivez à un entretien d'embauche que non, il faut que vous habitiez chez vos parents parce que oui, avec 5 ans d'expérience, oui, c'est vachement bien, mais en même temps, on préférerait quand même vous embaucher en stage. Et quand vous avez mon âge, on continue de vous dire habitez chez vos parents, ou alors vous avez bien un garçon, parce que quand vous êtes une fille, évidemment, on va vous demander si vous avez un conjoint, et on va vous expliquer que écoutez, vous avez qu'à demander à votre conjoint de payer votre loyer si vous y arrivez pas, quoi. Est-ce que vous pensez que les partis de gauche sont plus à l'écoute de ces problèmes de logement et surtout plus efficaces? Disons que on touche peut-être plus les publics de locataires quand on va parler à des les partis de gauche sont peut-être plus traditionnellement des partis de locataires, on va dire. On s'est fait soutenir à droite comme à gauche dans nos revendications. Les gens nous soutiennent. Après, tout le monde ne soutient pas, par exemple, la réquisition. Mais vous avez des partis, même par exemple Étienne Pinte, le maire de Versailles, qui est à l'UMP, lui il soutient la réquisition. Il dit que c'est un bon argument. Donc c'est pas forcément une idée de parti. Je pense que c'est aussi une connaissance pratique du terrain. Des gens qui ont pratiqué la réquisition sur leur terrain ou qui ont eu des villes où ils ont connu le problème de la vacance. Je crois que c'est en Bourgogne ça a été mis en place à un moment la taxe sur le logement vacant. Ils se sont rendus compte qu'elle avait eu pour incidence 30% de vacances en moins. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte vraiment qu'en agissant sur la vacance des logements, déjà ça réduisait, les gens remettaient en location leurs biens et en mettant une pression sur le prix des loyers, même moral, du coup les gens ils baissaient un peu les loyers, quoi. Alors on va rappeler le nombre de personnes mal logées en France. Il y en a 3,7. D'accord. Et 140 000 SDF. Alors brièvement, pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé au gouvernement ?
brièvement. Eh bien, écoutez, brièvement, écoutez, qu'ils légitiment leur salaire, déjà, ce serait pas mal. Tout à fait. Eh bien, Ophélie Latil, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. Vous revenez quand vous voulez. Merci à vous, merci de nous avoir invités, et quand vous voulez aussi. Vous écoutez Fréquence Évasion, nous étions en compagnie d'Ophélie Latil de l'association Jeudi Noir. À très bientôt pour un autre rendez-vous. Fréquence Évasion.